Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de records historiques, on va parler du Pakistan, on va parler de PayPal encore, on va parler de l'adoption des crypto-monnaies en Afrique. C'est parti. Donc on démarre, comme je vous disais, par PayPal qui en tout cas avance. Donc récemment, ils avaient déjà intégré une centaine de crypto-monnaies dans leur gateway de paiement, donc ce qui permettait aux commerçants de pouvoir encaisser en crypto aux États-Unis pour l'instant, avec des ambitions de l'étendre au reste du monde dans les mois, années qui viennent. Et là, PayPal encore ajoute les crypto-monnaies dans sa stratégie de paiement peer-to-peer. Donc cette fois-ci, ça concerne les particuliers qui utilisent PayPal. Donc on peut lire ici dans Bitcoin News que le géant des paiements PayPal a annoncé le 15 septembre, donc c'est très récent, le lancement de PayPal Link, le décrivant comme une nouvelle façon d'envoyer et de recevoir de l'argent via un lien personnalisé et unique qui vont être partagés dans toute conversation. Donc l'idée, c'est vraiment de propulser l'échange monétaire, de le simplifier en fait, comme on peut le faire avec des SMS, donc permettre l'échange comme ça de valeurs directement dans WhatsApp ou ce type de messagerie électronique. Donc cette initiative s'appuie sur PayPal World, la plateforme d'interopérabilité de l'entreprise qui relie les portefeuilles numériques mondiaux. Donc les utilisateurs de PayPal aux États-Unis, donc c'est souvent comme ça, c'est aux États-Unis dans un premier temps, peuvent commencer à créer des liens de paiement personnalisés dès aujourd'hui, avec une expansion internationale vers le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres marchés dès la fin du mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aller très vite. L'initiative vise à simplifier les transferts d'argent. Donc là, ils vont marcher sur les plates-bandes de tout ce qui est Western Union entre différentes plateformes tout en attirant davantage d'utilisateurs vers l'écosystème PayPal. Et puis marcher aussi sur les plates-bandes de Stripe qui a commencé en tout cas à montrer une stratégie qui est un peu différente de leur positionnement initial. Donc ils vont au-delà en fait de la partie gateway de paiement, mais ils proposent aussi en fait des équivalents à des comptes bancaires où on peut recevoir et envoyer des stablecoins. Donc revenons à PayPal. La société a également confirmé la fonctionnalité crypto à l'horizon. Donc la crypto sera bientôt directement intégrée dans le nouveau flux de paiement peer-to-peer de PayPal dans l'application. Donc cela rendra plus facile pour les utilisateurs de PayPal aux États-Unis d'envoyer des bitcoins, Ethereum, PUSD, qui est le stablecoin de PayPal, et en plus, et plus encore, à PayPal, Venmo ainsi qu'un nombre croissant de portefeuilles numériques à travers le monde qui soutiennent les crypto-monnaies et les stablecoins. Donc voilà, PayPal, c'est pas étonnant. Comme je titrais dans une de mes vidéos récentes, ils essayent vraiment de plier le game en fait du paiement et de se positionner en amont sur le sujet de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc les dernières annonces, en tout cas, ne font que confirmer cette stratégie. Donc en tout cas, ce qu'on peut rajouter, c'est que ce soit les stablecoins ou Bitcoin vont rentrer petit à petit dans le monde du paiement. Si des géants tels que PayPal en fait s'y mettent, ça annonce quand même la couleur et d'autres éléments en fait viennent confirmer cette théorie. Donc l'élément qui est souvent agité en fait contre Bitcoin, en tout cas pour son utilisation comme mode de paiement, c'est sa volatilité. On parle souvent de ce mot. Bitcoin est volatile. Cryptost en fait nous sortait un indicateur qui est assez intéressant, comme quoi cette année le cours du Bitcoin est moins volatile que celui de l'or. Donc ça c'est quand même assez étonnant parce que souvent les détracteurs en fait de Bitcoin euh, agite en fait cet épouvantail. Est-ce qu'on peut se rendre, donc souvent les détracteurs de Bitcoin agitent cet épouvantail, mais on se rend compte que la volatilité elle a tendance à baisser en fait plus le temps passe. Donc, je vous partageais dans la revue d'actualité la semaine dernière une statistique qui montre que plus on garde Bitcoin sur le temps long, plus on a de chances en fait de gagner de l'argent avec, en tout cas d'être en plus-value. Cette autre statistique en fait ici, en tout cas cet indicateur qui indique que la volatilité de Bitcoin tend à baisser tout simplement parce que si on dit qu'elle est en dessous de celle de l'or, c'est quand même que vraiment on a un actif qui commence à devenir de plus en plus mature. Donc on peut le voir en fait sur le graphique qui est ici. Ça, marron, on a la volatilité du Bitcoin et on voit bien que cette année, au niveau de l'or, on va dire c'est un peu kiff-kiff, mais en tout cas, ça montre que on a un actif qui devient de plus en plus mature et c'est normal qu'il soit, on va dire, un peu plus turbulent au début et que maintenant, il rentre dans des portefeuilles institutionnels, il est de plus en plus utilisé par des entreprises, donc, et il est de plus en plus capitalisé aussi. Donc, c'est normal que sa volatilité baisse avec le temps. Donc, les fonds institutionnels aussi, on accumule. Donc, là, il y a 2 semaines ou 3, je m'en souviens plus très bien, je vous partageais l'actualité du fonds de pension de Air Canada qui avait acheté du Bitcoin. Eh bien, c'est au tour en fait du fonds de pension des soignants, en tout cas des travailleurs dans le domaine de la santé dans l'État d'Ontario,
de s'exposer au Bitcoin. Donc, en fait, c'est un fonds qui s'appelle le HOOP, donc Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund, qui gère 112 milliards de dollars canadiens pour près de 460 000 travailleurs, qui a mis les pieds dans Bitcoin. Donc, on va dire, au vu du volume en fait d'actifs qu'ils gèrent, on va dire, ils ont trempé juste, on va dire, un orteil. Donc, ils ont mis 31 millions de dollars américains dans des actions MicroStrategy. Et MicroStrategy, ce n'est ni plus ni moins que l'entreprise la plus emblématique qui accumule du Bitcoin. Donc, c'est un proxy tout simplement au Bitcoin. Et il y a certains, en tout cas, euh, et MicroStrategy, en tout cas, on le sait, c'est un proxy, c'est une façon de s'exposer à Bitcoin pour des institutions. Donc, comme le disent en tout cas certains analystes, MicroStrategy ouvre la voie aux investisseurs institutionnels qui ne peuvent pas, pour des raisons juridiques ou des raisons tout simplement de peur, entre guillemets, s'exposer directement au Bitcoin, vont aller s'exposer via des ETF ou des proxys tels que MicroStrategy, donc qui sont des entreprises qui accumulent du Bitcoin. Donc, acheter du MicroStrategy, c'est une façon aussi d'acheter du Bitcoin. Donc, en tout cas, on voit qu'au Canada aussi, ça bouge. Donc, avec le fonds de pension de Air Canada et maintenant le fonds de pension d'Ontario pour le personnel soignant. Donc, les sociétés en accumulent. Donc, il n'y a pas que MicroStrategy. Donc, il y a une société japonaise qui s'appelle Metaplanet, qui est la deuxième, il me semble, plus grosse compagnie, en tout cas, qui a du Bitcoin en réserve. Donc, qui fait une stratégie d'accumulation du Bitcoin, qui est Metaplanet, qui a levé, en fait, 1,4 milliard de dollars supplémentaires dans l'objectif, eh bien, d'acheter du Bitcoin. Beaucoup de pays en Asie en fait s'y exposent aussi. Donc récemment, je vous partageais aussi l'actualité en fait du Kazakhstan qui avait mis en place un ETF local. Donc le Kazakhstan, il faut savoir que c'est un pays qui est, on va dire, très ouvert aux mineurs de Bitcoin. Et pas mal de ces mineurs se sont retrouvés au Kazakhstan lorsque la Chine avait banni le minage de Bitcoin de son sol. Donc aujourd'hui, c'est un voisin du Kazakhstan qui se lance aussi dans la course au Bitcoin. Donc il s'agit du Kyrgyzstan qui a voté une réserve, la mise en place d'une réserve stratégique du Bitcoin. Et ils ont également pour ambition de miner. Donc, je vais retrouver le passage. Voilà, donc ils veulent mettre une réserve stratégique de Bitcoin. Mais laissez-moi retrouver le passage où c'est indiqué. Voilà. Donc ici, ils disent que le potentiel est énorme puisque la Banque mondiale estime que seulement 10% du potentiel hydroélectrique du pays est exploité. Donc de quoi créer une réserve nationale de Bitcoin d'après le ministre de l'économie et du commerce. Donc ils vont exploiter des excédents d'énergie hydroélectrique pour miner du Bitcoin et créer comme ça une réserve stratégique de Bitcoin. Donc un voisin un peu plus lointain, donc le Pakistan dont je vous parle souvent, qui comme je le rappelle, est classé troisième dans les pays où les crypto-monnaies sont le plus adoptées, met un coup d'accélérateur encore dans sa stratégie. Donc, pour rappel, le Pakistan envisageait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, de créer une réserve stratégique de Bitcoin et de faire du minage en fait du Bitcoin au niveau étatique en utilisant l'excédent en fait les excédents d'énergie. Bien évidemment, le FMI les a découragés de faire ça, mais il semblerait que le Pakistan poursuive quand même sa stratégie d'ouverture envers les crypto-monnaies, étant donné qu'ils ont demandé, en tout cas, ils ont fait un appel du pied aux géants en fait de l'industrie pour les inciter à soumettre des demandes de licence auprès du régulateur pakistanais. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de dynamiser l'économie, d'attirer des entreprises qui sont porteuses. Donc, que ce soit le Bitcoin ou les stablecoins ou les crypto-monnaies, les pays peuvent en faire des stratégies, donc à plusieurs niveaux. Bitcoin peut être utilisé comme réserve stratégique parce que c'est l'actif en tout cas le plus sûr de ce secteur. Il peut être utilisé aussi pour rentabiliser les excédents d'électricité et faire des revenus complémentaires au pays, mais également en fait via des dispositifs en fait réglementaires clairs et en tout cas connus et partagés, peuvent aussi attirer en fait des capitaux étrangers, dynamiser l'économie en attirant les entreprises en fait de ce secteur. C'est ce qu'a fait par exemple la Thaïlande en mettant en place une exonération fiscale jusqu'en 2029 pour les entreprises crypto. Et bien là, on voit que le Pakistan aussi, en tout cas, fait un appel du pied à ce secteur pour qu'il puisse s'ouvrir à son marché. Et donc, ça permettra de dynamiser l'économie parce que si des entreprises s'installent, et bien ça fait des recettes fiscales pour le pays, ça crée de l'emploi, etc., etc. Donc, on peut se saisir en tout cas de ces sujets-là à multiples niveaux, au niveau des individus, au niveau des entreprises, mais également au niveau des États. Et c'est ce que font par exemple les Biélorusses. Donc le président le Biélorusse Loukachenko en fait avait déjà exhorté en fait les banques de son pays à travailler sur le sujet de l'utilisation des crypto-monnaies pour automatiser les transactions. Donc maintenant en fait il va encore plus loin, il leur ordonne carrément en fait de le faire et d'adopter aussi la tokenisation pour stimuler les paiements, réduire les intermédiaires, c'est-à-dire s'affranchir, c'est ce qui se cache derrière, s'affranchir
complètement du système financier mondial et de réduire les intermédiaires pour autoriser des transactions et accroître le contrôle des utilisateurs en pleine période de sanctions. Donc, la Biélorussie a enregistré 1,7 milliard de dollars de paiements en crypto cette année, avec 3 milliards de dollars en fait prévus l'année prochaine. Donc là, l'objectif affiché et assumé, c'est de, on va dire, faire exploser l'utilisation des crypto-monnaies, en tout cas dans son pays, pour pouvoir échapper tout simplement au circuit monétaire classique. Et le voisin, en tout cas, de la Biélorussie, à savoir la Russie, n'est pas en reste. Donc, la Russie envisagerait de créer une banque crypto pour soutenir les mineurs. Et quand on parle de mineurs, et bien souvent on parle de mineurs de Bitcoin, hein, pas d'autres cryptos. Donc, c'est ce qu'on pouvait lire ici dans le journal du Coin. Donc, la Russie a envisagé la création d'une banque crypto pour soutenir les mineurs et contourner les sanctions internationales. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la Biélorussie. L'objectif, en fait, c'est de se passer des infrastructures d'échange international afin d'avoir plus de souveraineté, mais surtout pouvoir contourner les sanctions internationales. Donc, ça, voilà. Donc, ça peut avoir une utilité pour un pays qui est sanctionné de pouvoir passer par on va dire, les rails, en fait, de Bitcoin ou des stablecoins pour pouvoir, comme ça, être souverain. Les points d'attention. Dans ce jeu de la souveraineté, il n'y a que Bitcoin qui permet vraiment d'être souverain et de se passer en fait des institutions financières mondiales. Parce que quand on utilise par exemple des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies, il faut savoir que elles sont gérées par des entités qui sont connues. Souvent, elles sont pas du tout décentralisées, elles sont même centralisées par les acteurs en fait qui sont les émetteurs de ces crypto-monnaies-là. Donc, on a un pouvoir, en tout cas des États ou des institutions peuvent avoir un pouvoir en fait sur ces entités émettrices de crypto-monnaies et leur demander de bloquer vos fonds. Ce qui n'est pas le cas en fait avec Bitcoin. Donc, quand un pays veut vraiment s'affranchir en fait des sanctions internationales, la seule crypto-monnaie en fait qui reste valable aujourd'hui, c'est Bitcoin. Donc ça, c'est important à préciser. Donc, on revient sur le sujet de l'adoption. Eh bien, Journal du Coin, en fait, qui titrait cette fois-ci, l'Afrique subsaharienne enregistre une croissance record de 52% selon Chain Analysis. Donc, le continent africain est-il le futur Eldorado de la crypto? Eh bien, moi, je préfère préciser. Donc là, il s'agit bien du Nigeria, en fait, qui tire cette croissance parce qu'il faut savoir que le Naira, en fait, a subi une grosse inflation. Et aujourd'hui, les populations, en fait, au Nigeria utilisent plus l'USDT que la monnaie locale. Pourquoi? Eh bien, pour conserver leur pouvoir d'achat, mais également, en fait, pour pouvoir commercer, parce que le Nigeria, c'est un pays d'industriels, c'est un pays de commerçants, c'est des gens qui font beaucoup de business. Donc, ils ont besoin, en fait, d'une monnaie qui va leur permettre de commercer de façon simple et moins chère avec des entités qui ne sont pas sur le territoire nigérien. Donc, l'USDT, en fait, répond très bien à cette contrainte. Ça leur permet, en fait, de commercer dans une devise qui est forte, c'est-à-dire le dollar, parce que le Naira, en fait, c'est pas une monnaie qui va être acceptée par un fournisseur en Chine ou autre. Et aussi, ça permet de l'inclusivité parce qu'on n'a pas besoin d'un compte bancaire pour pouvoir utiliser des stablecoins tels que l'USDC. Donc, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on dit le continent africain a une augmentation remarquable de l'utilisation des cryptos, mais c'est vraiment le Nigeria en fait qui porte cette croissance étant donné qu'ils sont en train de se détourner petit à petit du Naira. Donc, ce on peut lire ici, c'est que presque 92 milliards de dollars ont été reçus en fait en stablecoin au Nigeria et ça permet aussi de se protéger contre l'inflation, ce que j'indiquais tout à l'heure, mais aussi d'avoir accès en fait à des devises étrangères de façon simple, juste avec un téléphone et un wallet crypto. Donc ici il y a Axel Catalan en fait qui est le CEO fondateur de Kalupa qui confirmait en tout cas cette tendance. Donc il était à Lagos, qui est la capitale du Nigeria, et il indiquait qu'il y a 26 millions de Nigérians qui utilisent les stablecoins. Ça représente un citoyen sur 8, c'est quand même énorme, et ça vient du fait que le Naira, en fait, c'est beaucoup dévalué durant les 12 derniers mois, donc les personnes préfèrent utiliser les stablecoins pour avoir accès au dollar et conserver leur pouvoir d'achat. Donc, il indique ici aussi qu'il y a un élément qui est très important, c'est que eux, en fait, ils vont vers les stablecoins parce qu'ils ont l'obligation de le faire. C'est vrai qu'en Europe, en fait, on sent moins ce besoin c'est vrai qu'en Europe, on ressent moins ce besoin, en fait, d'aller vers les crypto-monnaies. Elles sont principalement vues comme des outils spéculatifs, donc des actifs, en fait, qu'on va garder pour faire des plus-values. Mais il y a certains pays où les crypto-monnaies, ou Bitcoin, ou les stablecoins, en fait, ce sont des bouées de sauvetage qui permettent à ces personnes de conserver leur pouvoir d'achat et de pouvoir avoir accès à un système d'échange monétaire, de pouvoir faire du commerce, tout simplement. Donc, c'est des pays comme l'Argentine, la Turquie, le Liban, et bien sûr le Nigeria, donc qui ont vraiment en fait une utilité des crypto-monnaies telles que le stablecoin ou Bitcoin. Et surtout en self-custody, parce que ces pays-là aussi, ils ont la problématique que leurs fonds peuvent être gelés
parce que dès le lendemain, le gouvernement a décidé en fait que ce soit le cas. Donc la self-custody chez eux était un enjeu aussi de souveraineté. Ne nous croyons pas à l'abri en Europe. Je ne dis pas qu'un jour, en fait, l'euro va se dévaluer à la vitesse à laquelle le INAIRA se dévalue, mais on est quand même dans un système inflationniste avec une monnaie qui perd de sa valeur. On est quand même dans un contexte de dette extrême avec des tensions géopolitiques, en fait, qui montent de gauche à droite. Donc, il est intéressant, que ce soit pour un particulier ou une entreprise, de protéger, en fait, le fruit de son travail en le mettant dans un autre système qui sort de celui, en fait, de la monnaie dette et des banques. Et le mettre, bien évidemment, dans un système sûr. Le système le plus sûr aujourd'hui, c'est Bitcoin. Et il y a une métrique dont on ne parle pas souvent, qui le montre, il s'agit du hash rate. Donc le hash rate de Bitcoin, en fait, c'est la difficulté de minage. Donc c'est, on va dire, l'indicateur qui montre combien c'est difficile pour un mineur de Bitcoin de pouvoir extraire en fait du Bitcoin, de pouvoir créer en fait des nouveaux Bitcoins. Donc ça devient non seulement Bitcoin, il devient de plus en plus rare par le côté déflationniste, mais il devient de plus en plus difficile à obtenir. Donc comme on peut le voir en fait ici, le fameux hash rate, donc cet indicateur, on voit qu'il a atteint des records historiques récemment, mais il a une tendance haussière. Donc ça veut dire plus le temps passe, plus il y a d'ordinateurs qui rejoignent le réseau Bitcoin pour sécuriser les transactions du réseau. Et ça, ce que ça veut dire, de façon très simple, ça veut dire que le réseau Bitcoin devient de plus en plus sûr. Donc ça devient un réseau où il est de plus en plus sûr de conserver de la valeur, où il est de plus en plus sûr de garder ses bitcoins. Donc contrairement à ce qu'on nous agite souvent dans les médias traditionnels, comme quoi Bitcoin c'est pas sûr, on peut pas avoir confiance, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Le réseau Bitcoin en lui-même continue, on va dire, de s'étendre avec de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de pays même qui ont des stratégies de minage de Bitcoin. Et donc, plus ce phénomène il s'accélère, plus le réseau Bitcoin il devient de plus en plus sécurisé parce qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs qui fournissent de la puissance de calcul pour protéger les transactions. Et donc, ce que ça va entraîner comme effet, c'est que ça sera un réseau qui va être de plus en plus utilisé, y compris par des institutions qui auront besoin en fait d'avoir un moyen d'échange sûr. Et les entreprises vont elles-mêmes de plus en plus l'utiliser. Les États aussi vont l'utiliser pour les transactions de gros, parce que ça devient le réseau le plus sécurisé au monde, qui garantit en plus la souveraineté des acteurs. Donc, on a la main en fait sur ces bitcoins et on peut les envoyer à qui on veut. Et en plus de ça, on le fait de façon sécurisée. Donc, l'intérêt, en tout cas pour le réseau, ne va faire que croître. Et cela aussi va stimuler son adoption. Donc, vraiment, pour moi, le hash rate, c'est vraiment l'indicateur qui montre que l'adoption de Bitcoin est en croissance parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sécurisent le réseau. Et je vais terminer sur ça par une bonne nouvelle, une utilisation de Bitcoin, en tout cas dans un cadre qui n'est pas forcément joyeux, mais qui montre que cet outil peut être utilisé aussi pour des causes nobles. Donc c'est Christophe Amici qui est le fondateur de Fond Odari, en fait un fonds pour soutenir en tout cas les déplacés de guerre à Goma. Donc, je vais lire le post de Christophe qui indiquait: il y a 5 mois, je suis allé pour la première fois à Rougari, au bord du parc Virunga. Donc, pour rappel, il y a des fermes de minage installées sur le parc Virunga qui permettent de miner du Bitcoin avec les excédents d'énergie hydroélectrique. Donc, juste après le retour des milliers de familles qui avaient fui la guerre vers Goma. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le mélange de désespoir et d'espoir sur leur visage. La peur du lendemain se mêlait à la joie d'avoir retrouvé sa maison. Pour les enfants qui avaient passé parfois 3 mois dans des camps de déplacés où l'école était un luxe, la joie de reprendre le chemin de l'apprentissage était immense. Mais les écoles étaient détruites, brûlées, et les familles manquaient de ressources pour acheter leurs fournitures scolaires. Avec le fonds Odari, nous avons alors relancé un programme agricole et relancé notre programme de fonds rotatifs octroyés en Bitcoin pour commencer des petits commerces. 5 mois plus tard, les femmes qui ont bénéficié ont réussi, gloire à Dieu, à stabiliser leur business, générer des profits pour faire un geste extraordinaire. Lors de la rentrée, elles ont doté 30 enfants de cahiers, cartables, stylos, lattes, boîtes mathématiques, calculatrices, craie. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Quand j'étais petit, je recevais moi-même des kits scolaires de l'UNICEF. Aujourd'hui, voir des femmes déplacées de guerre prendre en main l'avenir de leurs enfants et bâtir une scolarité endogène grâce à l'entrepreneuriat, c'est un signe fort. L'avenir d'une nation ne se construit pas dans l'assistanat, mais dans la foi en sa propre résilience. Vraiment, j'ai adoré ce récit, c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. Bitcoin peut être aussi utilisé dans des causes humanitaires.
Contrairement à ce qu'on vous rabâche à la télévision, ce n'est pas l'argent du blanchiment d'argent, ce n'est pas l'argent du mal, c'est l'argent de la liberté, c'est l'argent de la résilience, c'est l'argent de la souveraineté et qui permet en fait à des gens à travers le monde de pouvoir se remettre de situations vraiment dramatiques et de pouvoir croire en fait en un avenir meilleur, loin de la dette, de l'inflation et de tout ce qu'on connaît à travers le système fiat. C'était Elodie, on se retrouve la semaine prochaine.